les libertés qui s'en vont, etc. C'est un déni de démocratie. Ils utilisent les états d'urgence pour voter des lois, des décrets et prendre la main sur la démocratie, sur les élus. Et ils s'arrogent le droit de faire des choses qu'en temps ordinaire, jamais de la vie serait autorisé. Donc l'état d'urgence leur permet justement de faire ça. Et c'est ce qu'on dénonce depuis le début. C'est pour ça que l'état d'urgence sécuritaire et l'état d'urgence sanitaire, leur but c'est de le prolonger pour pouvoir continuer à manœuvrer et à user d'artifices pour nous priver un petit peu de nos libertés, contenir la population, lui imposer des choses et puis prendre des décisions qui sont valables que pour eux et au désagrément de l'ensemble des citoyens sans vraiment se soucier des vraies difficultés du quotidien de ceux-là. C'est-à-dire que quand on peut voir qu'on a pu compter sur le personnel soignant, sur les agents hospitaliers, sur les caissières, sur les routiers, et que derrière ils prennent la décision en nous parlant de non-obligation vaccinale, obliger les soignants à être vaccinés, obliger les gens qui travaillent dans des centres commerciaux, parce que les entreprises poussent à faire que leurs salariés se vaccinent, eh ben, c'est de l'abus de pouvoir. C'est se servir de l'état d'urgence, c'est se servir des lois liberticides pour essayer d'imposer une politique qui n'est pas celle qu'on attend, qui n'est pas celle que l'on veut et qu'on dénonce depuis 3 ans. Exactement. Contrôle total sur les gens. Ouais, c'est une pression. C'est une pression qui est faite. C'est une intimidation qui devient une obligation détournée et qui impose à certaines catégories de métiers, à certaines personnes, à un certain public, parce que pour avoir accès à la culture aujourd'hui, eh ben, il faut ou un pass sanitaire ou être vacciné. C'est ça. Donc c'est une obligation détournée et d'imposer quelque chose à ce que les gens veulent s'imposer dans leur corps, dans leur esprit, veulent se sentir libres, ils veulent pouvoir décider. Moi, je suis contre l'obligation vaccinale. Je ne suis pas contre le fait que quelqu'un se vaccine. S'il a envie de le faire, qu'il le fasse. Voilà, c'est une question libre de à lui. Voilà. Sauf que demain, si la personne elle a un souci de santé où il y a des conséquences derrière, comme on a pu l'entendre, comme on a pu le voir, qui sont souvent cachées, ben, le vrai problème, qu'ils ne viennent pas se plaindre. Parce que du coup, la seule responsabilité, c'est eux qui vont la porter. Ouais. Ils ne pourront jamais faire valoir leurs droits. Nous, on a un jeune de 23 ans qui était en très très bonne santé, que je connais très bien, qu'on a vu grandir. Il avait 23 ans. Il nous a aidés à l'association. C'est un jeune qui n'était jamais malade. Il a fait sa 2e injection, il a fait un arrêt cardiaque. Voilà, il a été directement massé sur place pendant 40 minutes, hospitalisé à la salpêtrière, et du coup il a été mis artificiellement tenu en vie. Et les médecins nous ont dit depuis le début qu'il n'était pas du tout, que son cerveau il était mort cérébral. Du coup on s'est retrouvé avec cette situation, un jeune de 23 ans en très bonne santé, à sa 2e injection dans la semaine, il venait de la faire un arrêt cardiaque. On l'a accompagné dans la chambre avec la famille. C'était compliqué, c'était triste, c'était douloureux. Quand on voit quelqu'un comme ça, tu as le sentiment qu'il dort, mais tu sais que si tu le débranches, c'est fini. Et quand les médecins, on leur pose la question, c'est quoi la cause de la mort? Ils sont incapables de le dire. C'est quoi la défaillance de son cœur ou de son cerveau? Ils sont incapables de le dire. Ils disent qu'ils ne comprennent pas. Et quand on leur parle qu'il a eu sa 2e injection dans la semaine, effectivement, ils te disent que ça pourrait être ça, mais sans certitude. Du coup, ils ne se prononcent pas. Ouais. Et en discutant un peu avec les infirmières autour, et ça l'a salpé, hein. C'est un service de soins intensifs de cardiologie. Et ils nous disent qu'ils ne pourront jamais se prononcer dans un sens ou dans un autre, parce qu'en fin de compte, ils ne savent pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'on a accompagné la famille dans la tristesse. Ce jeune de 23 ans, plein de vie, sportif, qui tout d'un coup est décédé. Et on l'a accompagné jusqu'à son dernier lit de mort et on est parti jusqu'à l'enterrement. Et je peux vous dire qu'il y avait tous les jeunes du quartier qui étaient là, toutes les familles qui étaient là, et ben ça en a refroidi quelques-uns. Donc il y a beaucoup qui avaient fait déjà leur 1re injection, qui ont freiné directement, qui n'ont pas souhaité faire la 2e. Mais de ces cas-là, on n'en parle pas. Ouais. Et moi, par pudeur, jusqu'à maintenant, ça arrive au mois d'août. Hein. Ouais. Donc maintenant, je peux me permettre avec un recul
pouvoir en l'expliquer. Mais on a été ému, on a été attristé, on a été surpris. Et franchement, le jour de son enterrement, il y avait peut-être 100, 150 personnes et beaucoup de jeunes de la cité. Beaucoup de mamans, beaucoup de compassion autour de la famille qui aujourd'hui n'a pas de réponse. Ouais, rappelons que tu es un travailleur social en fait, que tu aides beaucoup les gens en fait dans les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers, etc. à Sévran en particulier. J'ai deux associations. Très longtemps, voilà. J'ai une association sportive. D'accord. Et j'ai une association socioculturelle. D'accord. Où on a fait de l'accompagnement à la scolarité, aux devoirs, à l'emploi, à la formation, des cours de langue, des cours d'informatique, des loisirs pour les jeunes. Un accompagnement, ce qu'il faut dans tous les quartiers. Un vrai accompagnement, mais pas un accompagnement comme on peut voir dans des centres sociaux où c'est dirigé par l'État. On a décidé, nous, de le faire nous-mêmes. Nos travaux, on les a fait nous-mêmes. Le réaménagement, l'équipement, on l'a fait nous-mêmes. J'ai fait appel aussi à des appels à projets. J'ai tout financé. On a travaillé, on a créé des emplois. J'avais jusqu'à 8 salariés. Et à l'arrivée de Macron, il a décidé d'arrêter le contrat aidé, contrat avenir. Et du coup, on est allé au terme de nos contrats. Il n'y avait plus de moyens d'avoir de l'humain pour s'occuper de l'humain. Voilà. Et nous, on l'a fait au cœur de notre quartier, là où on habite. Et du coup, en 12 ans, terminer la violence. Donc effectivement, Emmanuel Macron a pris la décision, nous précisant à tous que les contrats aidés, contrats à venir, ça coûtait trop cher. Ouais. Sauf que c'est des gens, effectivement, qui étaient peu payés, mais qui étaient impliqués dans la société, qui travaillaient. Et plutôt que de ne pas avoir de travail, il vaut mieux des gens impliqués. Et dans les quartiers, dans certaines associations, s'il n'y a pas d'aide à l'emploi, ce n'est pas les associations qui pourront financer un salarié. Et aujourd'hui, comme hier, on peut changer les choses que par l'humain. Ouais. Il faut de l'humain pour s'occuper de l'humain. Tous ces jeunes, toutes ces personnes, peut-être d'origine étrangère ou dans la précarité ou qui ont besoin d'un travail, il faut les accompagner. La plupart, le Pôle emploi, la mission locale, déjà avant qu'ils y aillent, il va falloir qu'ils traversent, qu'il y ait une passerelle quelque part qui les accompagne pour y aller. Il faut les préparer à ça. C'est compliqué. Et nous, on les préparait aussi bien, on les encadrait, on les accompagnait. Et on a suivi à peu près une centaine de personnes qui ont trouvé un travail. Alors peut-être pas un travail en CDI, mais ils ont trouvé des CDD, ils ont trouvé des formations. Mais ça demande de l'accompagnement et ça peut se faire que par l'humain. Tu peux pas aider des personnes à distance. Tu peux pas. L'État, souvent, ce qu'il fait, il met un projet, il met les institutions qui sont les représentants et l'accompagnement de ce projet, mais ils viennent pas au devant du public. Et le public, tu es obligé d'attendre qu'il se déplace. Et le relais, il n'est pas fait, le lien, il n'est pas fait. Nous, on servait de passerelle, on les accueillait, on les préparait, on les orientait. Quand ils arrivaient, ils savaient exactement ce qu'ils voulaient. Et ils avaient leurs documents administratifs de près, parce que celui aujourd'hui, dans un métier qui ne connaît pas l'informatique, qui n'a pas de langue, c'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas une ou deux langues, et qui, au niveau administratif, c'est-à-dire tous ces documents n'est pas préparé, ne sait pas exactement ce qu'il veut faire, c'est pas le Pôle emploi qui va l'aider. C'est pas la mission locale sur les gamins de 25 ans qui va les aider. Il faut déjà qu'ils arrivent avec un projet. Comme ça facilite. Déjà, ça prend du temps. Mais franchement, le Pôle emploi, un rendez-vous par an ou 2 rendez-vous par an, c'est pas avec eux que tu vas trouver du travail. Tu sais, aujourd'hui, la plupart des gens qui n'ont pas de métier, ou même ceux qu'on a, ils ont 2-3 métiers. Tu peux pas te contenter dans la vie d'avoir un seul métier. Donc tout ça, c'est un encadrement. Et puis on les prenait petits. C'est-à-dire on commençait par la CP, on les prenait à l'aide aux devoirs, à l'accompagnement scolaire, et on suivait jusqu'au bachelier. Et beaucoup de gens, grâce à nous, ça leur a permis d'avoir leur diplôme. Et puis après d'évoluer et de se projeter. Et il n'y a pas que ça. L'ensemble, tu sais, c'est un réseau. Chacun a un réseau. Et dans les banlieues, ils n'ont souvent pas ce réseau pour pouvoir avoir une facilité de formation, de travail. Et nous, on avait ce réseau. Et du coup, on accueillait déjà beaucoup de stagiaires, à peu près entre 100 et 200 par an, de toutes les catégories. Ça pouvait être dans le social, ça pouvait être dans l'informatique, ça pouvait être dans l'encadrement, ça pouvait être dans plein de choses. D'accord. Dans les langues, en tant que formateur. Et on les accueillait
on leur permettait de suivre leur cursus et de les orienter et de les diriger aussi sur des entreprises après, une fois qu'ils avaient fait un stage chez nous. Donc tout ça, c'est de la proximité, tout ça, c'est du lien social, mais tout ça, ça passe par de l'humain. Et l'humain, ça se paye. Le bénévolat, il a des limites. À un moment donné, c'est pour ça que j'avais pris la décision d'avoir des salariés. J'ai été accompagné par le territoire pour 4 salariés. Ok. Et après, c'est l'association qui essayait de financer ce qui n'était pas pris en charge par l'État. C'est-à-dire qu'ils prenaient entre 70 et 80% d'un salaire. Ok. Ça fait que nous, on avait en charge à peu près 8 000 € tous les trimestres. C'est beaucoup. Ouais. Mais il y avait des aides de l'État. Sans aide de l'État, tu ne peux arriver à rien. Donc dans la mesure où Macron avait coupé toutes ces aides, il n'y avait plus de possibilité pour les associations d'embaucher. Donc il a déclaré la mort de toutes ces associations qui permettaient à certains publics d'être aidés et surtout d'avoir un accompagnement de salariés qualifiés, parce que j'allais chercher des gens qualifiés, et s'ils n'étaient pas qualifiés, je les envoyais d'office pour les contrats et des contrats à venir. Ah, ouais. On avait l'obligation de les envoyer en formation. Donc je cotisais à un OPCA, et chacun des salariés que j'ai eus qui étaient là entre 2 ans et 5 ans ont bénéficié de 2 à 3 formations, et des formations élevées, ça pouvait aller jusqu'à des masters, jusqu'à des doctorats. Tous les stagiaires qu'on a accompagnés, ils ont réussi. Tous les étudiants, à 99%, ont réussi leurs études parce qu'il y avait un accompagnement journalier. Donc ça ne sert à rien de stigmatiser ce public-là, ces quartiers-là, s'il n'y a pas d'accompagnement. Et donc j'ai compris que l'État a décidé de faire des restrictions, a décidé de faire des économies sur le dos de ceux qui en avaient plus besoin. Et à un moment donné, je suis allé solliciter la préfecture, donc j'ai la préfète à l'égalité des chances qui s'appelait Fadela Benrabia du 93 qui est venue dans mon association, dans mes associations, qui est venue, qui nous avait promis de nous aider. J'ai été sollicité aussi, le territoire qui eux ne donnait plus du tout de subventions depuis 2016, depuis le redécoupage des territoires, et j'ai sollicité le maire de la ville. Et tous m'ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens. La seule, c'est la préfète, elle a dit « je vais vous aider ». Pour ça, je vais vous contrôler. J'ai été contrôlé pendant 1 an sur toutes mes associations. Effectivement, ils n'ont rien trouvé à redire parce que j'étais clean. Mais en attendant, elle a été mutée. Et du coup, les aides, on les a pas eues. Étant donné qu'Emmanuel Macron a arrêté toutes les aides, et ben, du coup, on n'a pas pu continuer à embaucher. Donc, je suis allé au terme de mes contrats, de tous les gens que j'avais embauchés, avec qui j'avais un contrat moral et écrit, pour s'occuper des gens. Et là, j'ai tout mis en sommeil parce que je m'aperçois qu'en fin de compte, que les élus, le maire et les pouvoirs publics, les institutions, se servent beaucoup des associations, mais ne sont pas sur le terrain et n'aident pas en plus. Donc c'est bien beau en fin de mandat de dire que du coup, il va faire un geste pour les jeunes et il va apporter son aide, mais derrière, c'est pas en fin de mandat qu'il faut le faire. C'est pendant tout son quinquennat, il aurait fallu continuer à appuyer les associations qui font un boulot de dingue, là où même la police, souvent, n'a aucune maîtrise sur les gens. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas envoyés là pour faire du social, ils sont envoyés là pour faire de la répression. Oui. Et deuxièmement... Depuis la fin des brigades de proximité. Exactement. Voilà, tous ces gens qui normalement connaissaient le public avec lequel ils avaient lié des liens, une police de proximité, au temps de Sarkozy, il l'a enlevé. Et donc du coup, cette connaissance, ce rapport police-population, il n'y était plus dans les quartiers. Et donc les seuls interlocuteurs, c'était pas les élus, on les voit jamais sur le secteur. Et quand il y a des problèmes, on les voit pas, on les voit que quand il y a une fête et il y a un repas.